vous l'attendiez tous, c'est évidemment Ulrike. Comment on dit Ulrike en allemand? Ulrike. Ulrike. Et donc, je retrouve Ulrike, vous l'adorez tous, parce que vous aimez tous, comme moi, les superbes blondes aux yeux vert bleu. Mais elle lance une nouvelle série que je trouve très bien, qui est le journal de l'Empire des Habsbourg. Est-ce que tu peux nous redire, Ulrike, elle le lance pour le courrier des stratèges, bien entendu. Est-ce que tu peux nous redire, Ulrike, c'est quoi l'Empire des Habsbourg pour les Français qui ont été complètement abrutis par la propagande sur un couple franco-allemand complètement fantasmatique? C'est quoi l'Empire des Habsbourg? C'était quel pays de l'Europe actuelle? C'est difficile à répondre parce que ça dépend de la partie de l'histoire, bien sûr, de la siècle qui les concernait. Mais en tout cas, je pense c'était au 16e siècle, on disait que c'était un empire où le soleil ne se couchait pas. C'est-à-dire, c'était une énorme grandeur, hein. Mais en tout cas, je pense que c'est très long, c'est très loin, hein. Mais dans les pays d'Europe actuelle, il y avait quel pays d'Europe Et aujourd'hui? par exemple, si on prend le 19e siècle, hein, alors c'était l'Hongrie, c'était l'Autriche de nos jours, c'était une partie des Balkans, c'était une partie de l'Italie du Nord. Alors c'était environ un grand parti. Bon, et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'Empire des Habsbourg? Est-ce que c'est, on va dire, pour aller vite, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et quelques autres? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que l'Empire des Habsbourg se porte bien? Euh, Je pense, et ça c'est la raison pour laquelle on a commencé ce journal de l'Empire des Habsbourg. C'est intéressant parce que bien sûr, il y a des grands problèmes chez nous. Non seulement aujourd'hui, parce que, comme j'ai dit, aujourd'hui, il tombe des trombes d'eau, c'est-à-dire il y a des inondations dans quelques régions, bien sûr. Mais en tout cas, la situation générale, c'est pas assez, assez bien. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes, particulièrement en ce qui concerne l'économie. On sait bien qu'il y a une récession, non seulement en Allemagne, mais aussi en Autriche, ça c'est clair pour ce moment-là. On a constaté il y a quelques jours qu'il y a un minus de 0,7% dans Donc une cette année. baisse, une baisse, Une minus. Alors, une c'est-à-dire, baisse de combien? pardon, Une baisse de combien? presque 1%. Alors, 1% de quoi? du BIP. C'est-à-dire, il y a une récession maintenant et ils ajoutent bien sûr des problèmes partout. On le voit très bien à ce moment-là avec les inondations. Il y a des problèmes avec les infrastructures. Il y a aussi un problème avec une mauvaise gestion, non seulement des infrastructures, mais aussi avec l'administration. Alors, c'est la situation à ce moment-là. Et bien sûr, je pense qu'il va s'aggraver la situation. C'est-à-dire, C'est-à-dire, j'attends que les choses vont devenir de plus en plus mauvaises. À ce moment-là, il est difficile à dire ou
donner quelque chose comme une prédiction comment et quand, mais bien sûr, si on regarde l'Allemagne à ce moment-là avec la grande question de l'immigration ou des problèmes avec les migrants, on voit bien qu'il y a des problèmes avec la société, avec les infrastructures, avec l'écoute partout. Mais est-ce qu'il y a, explique-nous le problème de l'Allemagne et des migrants, parce qu'on n'a pas forcément compris de quoi il s'agissait. Il faut commencer, il y a 9 ans, en 2015, il y avait cette grande onde d'immigration qui passait à travers l'Autriche. Et je pense que c'était environ 1 million d'émigrants. C'est-à-dire depuis 9 ans, il y a cette grande onde d'immigration en Allemagne et aussi en Autriche. C'est-à-dire si tu prends l'Allemagne et l'Autriche, c'est toujours 10% de l'Allemagne. Alors, si je parle en 2015 d'1 million d'émigrants, je parle pour l'Autriche de 10% de ça, c'est-à-dire de 100 150 000. 100 000 environ, oui, c'est ça, exactement. Et comme on peut s'imaginer, ça donne beaucoup de problèmes parce que ce ne sont pas toujours des experts, comme on dit, à la politique. Alors, la politique… Donc, des diplômés. Oui, la politique nous dit toujours que ce sont aussi des experts diplômés, etc. Mais en tout cas, c'est pas vrai. Par exemple, si tu prends l'Allemagne, l'État fédéral a versé environ 30 milliards d'euros de dépenses liées aux réfugiés en 2022, c'est-à-dire cela correspondait à environ 6,5% de dépenses totales. Alors c'est beaucoup, non? Et c'est à peu près, cela correspondait à peu près à la moitié du budget de la défense, sauf bien sûr sans les fonds spéciaux, mais il faut les comparer. C'est-à-dire, il y a un problème avec le budget, il y a un problème avec les infrastructures, il y a un problème avec les locations, il y a des problèmes partout. Et bien sûr, à ce moment-là, et ça c'est bien intéressant, les Allemands, ils ont décidé de contrôler aux frontières. Alors ça a commencé aujourd'hui. Pour les Autrichiens, c'est pas de nouveauté parce que entre l'Allemagne et l'Autriche, il y a des contrôles depuis 9 ans. Warum das? Warum das? Parce que les Allemands pensent que la plupart des migrants illégaux, ils viennent de l'Autriche, bien sûr. Pourquoi? Parce que les grandes routes des migrants, ce sont des routes de l'Europe de sud-est, c'est-à-dire la Grèce, la Roumanie, la Bulgarie, l'Hongrie et l'Autriche, ou les Balkans, c'est-à-dire aussi à travers l'Autriche. Et c'est pour ça qu'il y a depuis 9 ans des contrôles aux frontières entre l'Allemagne et l'Autriche. Mais pour moi, c'est bien intéressant ce qui se passe à ce moment-là parce que il faut dire que la politique d'asile d'Allemagne à ce moment contrecarre la politique d'asile de la Commission. Et c'est pour ça que j'attends quelque chose comme un chaos aussi à Bruxelles, parce que les Allemands se trouvent dans une impasse en ce qui concerne la migration, parce que ça coûte trop cher et aussi il y a des problèmes partout dans les villes, dans les villages, etc. Mais quel genre de problème? Non, par exemple,
si tu visites un village en Allemagne, les gens vont pas comprendre pourquoi dans ce village, il n'y a pas de supermarché, il n'y a pas de la caisse d'épargne, qu'il n'y a pas d'infrastructure pour les enfants, pas de poste de travail, etc. Mais il y a, par exemple, des plans d'établir là-bas quelque chose comme un village pour les migrants. Alors ça, bien sûr, c'est bien difficile à ce moment-là. Et c'était aussi la raison pourquoi les conservateurs, particulièrement Monsieur Merz, ils ont commencé à discuter ce truc parce que je pense qu'ils voulaient bien être en premier lieu en ce qui concerne ce thème-là, dire nous supportons, par exemple, les problèmes avec les villages, nous les voyons bien. Mais en tout cas, comme j'ai dit, je pense que l'Allemagne se trouve dans une impasse parce que c'est un développement et c'est bien presque impossible de le renverser. Bon, alors on a vu par ailleurs que donc il y a ces problèmes d'immigration, ces problèmes intérieurs allemands, mais on voit que, par exemple, l'usine Audi à Bruxelles devrait fermer en 2025. C'est 3000 suppressions d'emplois parce que l'industrie automobile allemande est en difficulté. Comment on peut expliquer que l'industrie allemande qu'on trouvait tous extraordinaire, imbattable, invincible, supérieure à tout le monde, comment on explique que l'industrie allemande soit aujourd'hui en difficulté? Ça, c'est bien intéressant que tu parles comme ça, hein, parce que il me semble être plutôt une belle image de l'industrie automobile en Allemagne, parce que si tu regardes ce qui s'est passé les dernières années, c'est que les Allemands, en ce qui concerne l'industrie automobiliste, il n'y avait pas d'innovation, presque pas d'innovation, et ils produisaient bien sûr trop cher. Pourquoi? Bien sûr, parce que ils produisaient pour un groupe cible bien, comment dire, qui veut bien. Illimité. C'est ça exactement. Mais le problème à ce moment-là, qu'il n'y a pas d'innovation et les coûts de la production se sont énormément multipliés. Et c'est pour ça maintenant aussi et encore une impasse. Hein, Ulrike, il faut que tu te mettes bien au milieu de ton écran parce que plus le temps passe, plus tu es comme ça. Et voilà, dans l'autre sens, voilà. Est-ce que le problème, c'est les salaires en Allemagne? Est-ce qu'ils sont trop élevés? Bien sûr, ça c'est aussi une question d'écoute, mais ce sont pas. Je vais traduire en français ce que tu appelles les coûts, c'est les questions de coût. C'est pas d'écoute, mais de coût. De coût, oui, bien sûr. Voilà. Non, il faut excuser quelquefois il y a des problèmes, Non, c'est un problème des coûts. D'accord? C'est un problème des coûts, comme c'est un problème avec les coûts d'énergie. On sait bien que les coûts d'énergie sont les plus élevés en Allemagne à ce moment-là. Et si tu parles de la situation pour l'industrie, non seulement pour l'industrie automobile, mais aussi pour les autres industries, ce sont des coûts qui sont trop hauts. Hein? Et c'est pour ça que la situation à ce moment-là, c'est difficile. Alors, je pense que la situation va s'aggraver. Concrètement, donc, tu nous fais des journaux, c'est-à-dire que tu publies dans le courrier, on peut te retrouver dans le courrier des stratèges. Explique-nous ce que tu écris pour le courrier. Dans les journaux ou généralement? Non, en ce moment, le journal de l'Empire des Habsbourg, ça parle de quoi?
Ah, c'était une idée de Monsieur Eric Ferrac, et moi je trouve cette idée bien attirante. Pourquoi? Parce que je pensais que c'était une bonne idée d'écrire quelque chose d'un point de vue bien subjectif, parce que Intimiste. Hmm? C'est intimiste. Intimiste, oui, parce que tu sais, j'écris beaucoup pour le courrier et normalement j'écris des analyses, j'ajoute des faits, des statistiques, etc. Mais d'autre part, je pense en tant qu'Autrichienne, j'ai une vue Österreich. particulière. Hmm? Österreich. Österreicherin, Österreicherin. Österreicherin, en tant qu'Autrichienne, j'ai une perspective particulière en ce qui concerne les Allemands parce que je les comprends bien d'une part, mais d'autre part, il faut dire que les Autrichiens sont bien critiques en ce qui concerne l'Allemagne parce que particulièrement dans l'Est d'Autriche, moi je travaille à Vienne, on dit qu'on est plus près au Balkan. C'est-à-dire, Plus amoureux. nous avons des problèmes avec cette attitude des Allemands de savoir tout et de nous dire comment faire, pourquoi faire, des choses comme ça. Et c'était ton idée de commencer quelque chose comme un journal intime, une perspective, à présenter une perspective personnalisée en ce qui concerne les événements dans les pays germanophones, particulièrement l'Allemagne. Bon, moi je pense que puisque nous avons lancé une chaîne podcast, je pense que ce serait bien de faire des podcasts longs sur ce que vous vivez en Allemagne ou dans l'empire des Habsbourg, puisque moi je fais partie de ceux en France, nous sommes de moins en moins nombreux qui pensent que le problème c'est pas l'Union européenne versus le reste du monde. Je pense que le problème c'est le Congrès de Vienne 1815 et c'est la domination des Habsbourg sur l'Europe depuis 1815. Elle est faite. C'est tellement drôle qu'on a une image comme ça. Je te dis quelque chose. Alors, tu sais, c'est quoi l'Autriche? L'Autriche, c'est une erreur de l'histoire. Oui. Non, l'Autriche, on dit ici, l'Autriche, c'est une dictature atténuée par la négligence. Et moi, je trouve c'est bien On doit se marrer. Ah, l'Autriche, ça doit être amusant, hein? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Non, en tout cas, je voulais bien faire un podcast sur les événements dans les pays germanophones parce que c'est aussi bien intéressant ce qui se passe à ce moment-là en Suisse. Parce que les Suisses, il faut le dire, ils ont toujours des problèmes économiquement. Non, en tout cas, c'est bien intéressant. Bon, alors, tu écris combien de fois par semaine ton journal intime des Habsbourg dans le courrier des stratèges, qu'on va bientôt appeler le courrier de Paris, on peut le dire. Oui, non, je vais commencer par deux éditions par semaine pour offrir aux lecteurs cette perspective individuelle, intime. Subjective. Subjectif en ce qui concerne la politique, l'économie, parce que l'économie, c'est toujours une question bien importante, mais aussi la société, parce que dans nos pays, la société, ça change très rapidement. Et la raison pour cela, c'est la migration. C'est-à-dire, nous parlons maintenant d'une société qui change rapidement
Et ça va être bien intéressant comment ça va se passer dans l'avenir. Non seulement en ce qui concerne l'économie, mais aussi la société. Explique-nous les changements dus à l'immigration, parce que c'est pas forcément clair. En quoi l'immigration change rapidement la société autrichienne, par exemple? C'est pas trop difficile à expliquer. Pour les Français, c'est bien normal qu'on a une partie de la population qui est musulmane. Pour nous, c'est pas clair. Si on prend par exemple l'Autriche, il y a une différence entre l'Autriche et l'Allemagne en ce qui concerne la migration. C'est en Autriche, il y a beaucoup des gens qui venaient des Balkans pendant la guerre. C'est-à-dire, chez nous, il y a bien sûr, dès les années 99, il y a une partie de la population qui a ses racines, par exemple, en Croatie, en Serbie, en Bosnie, etc. Mais ce sont les migrants qui sont maintenant bien établis, c'est-à-dire ils ont des maisons, ils ont des petites entreprises. Et après, il y avait cette onde de migration, comme j'ai dit d'abord, de 2015, où il y avait beaucoup de migrants de la Syrie, d'Afghanistan, de l'Irak, etc. Et maintenant, on voit qu'il y a une partie de la population musulmane qui va bien sûr changer non seulement l'atmosphère, mais aussi le comportement et la composition de la société en Autriche et en Allemagne. Il faut pas... Par exemple. Par exemple, à ce moment, on a par exemple des problèmes en ce qui concerne, si on pense par exemple au Gaza, c'est une situation en Allemagne et en Autriche qu'il y a des problèmes avec les migrants musulmans parce qu'ils sont bien contre l'Israël. Hein? Et tu sais bien que dans nos pays, ça c'est une chose bien difficile parce qu'on a son histoire. Et c'est pour ça que Israël, c'est bien difficile à critiquer l'Israël ici. Hein? Mais tu veux dire qu'en 1945, pour faire oublier vos crimes, vous avez envoyé les Juifs d'Europe en Palestine chasser les Palestiniens pour régler vos problèmes de culpabilité. C'est ça Je n'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Non, c'est toi qui as dit ça. Non, du tout. Non, j'essaie bien d'expliquer la situation parce que c'est difficile à expliquer. Mais ça, c'est une... Ou pas. Ou pas difficile à expliquer. On peut penser que l'Empire des Habsbourg, après avoir détruit massivement les Juifs, a envoyé les survivants en Palestine pour dire maintenant on est gentil. C'était une façon de payer votre culpabilité. Ah, j'ai dit une connerie. Je suis désolé. C'est toi qui as dit ça. C'est toi qui as dit ça. Non. Non, écoute, alors je vais donner un autre exemple parce que ce sol, c'est trop dangereux pour moi. Hein? Hein, tu sais ce que c'est? Wiederbetätigung, tu connais ça? Tu connais ce mot? Vas-y, explique-nous parce que personne ne parle allemand en France. Non, c'est-à-dire ici en Autriche et aussi en Allemagne, c'est bien difficile de se moquer sur Israël, hein, parce que on fait pas ça, on fait pas ça. Peut-être c'est autre chose en Belgique, peut-être c'est autre chose en France, mais en Autriche et en Allemagne, il faut faire attention. Non. Un autre exemple, pourquoi il y a des problèmes, c'est un problème de culture, hein, parce qu'il y a des problèmes aux écoles. Si tu prends Vienne, par exemple, ou Cologne, il y a des écoles pour les petites où il y a presque, je ne sais pas,
60, 70, 80% de petites qui ne parlent pas l'allemand. Ça, peut-être, et bien sûr, ça donne beaucoup de problèmes à ce moment. Hein. Oui, parce qu'on rappellera quand même que l'Allemagne s'est construite autour de la langue allemande. C'est-à-dire qu'initialement, beaucoup de peuples en Europe parlaient allemand, mais n'étaient pas forcément rassemblés dans un même pays. Et puis finalement, il y a eu le mythe de la culture allemande. Celle-là aussi, elle est faite. Bon, on peut retrouver tes contributions qui, oui. comme on le voit, sont open mind. On peut les lire 2 fois par semaine dans le courrier. Et puis, de toute façon, on va régulièrement parler de la situation en Allemagne et en Autriche, puisqu'il y a bientôt des élections en Autriche. Ah oui, bien sûr. Dans 2 semaines. On va voir. On commence avec le Brandenburg. Le Brandenburg vote dimanche. Et on va voir, dans le sondage, l'AfD est toujours en tête. On va voir. Et le dimanche après, c'est-à-dire fin septembre, il y a des élections en Autriche. Donc ça, ce sont les élections législatives. Exactement. Des élections extrêmement importantes pour l'Autriche. Bon, merci à toi, Ulrike, et vielen Dank. Et c'était un plaisir. C'était un plaisir. Je promets d'essayer de ne pas bouger tellement. Mais oui, parce que tu fais c'est difficile. C'est difficile parce que elle va sortir de l'écran à la fin. Moi, je suis toujours en pleine forme, c'est-à-dire je bouge. Non, je vais essayer de ne pas bouger trop. D'accord? Bon, ça, c'est bien. On préfère les Allemands et les Autrichiens quand ils ne bougent pas trop. Ouais, c'est une blague. C'est pour nourrir tous ceux qui disent Eric est méchant. Et donc, tu n'es pas méchante, mais quelquefois tu es un peu, comment dire, poussant. Un peu quoi? Poussant. Ah, non, on dit provocateur. Provocateur, d'accord. Provocateur. D'accord. Mais ça fait rien. C'est d'accord avec moi. Bon, c'est d'accord avec moi. À bientôt. Donc, je vais écrire des journaux, je vais faire des podcasts et je vais essayer de ne pas bouger trop. Pour que Monsieur Farag se sent bien, que les Allemands et les Autrichiens ne bougent pas trop. Je vais rester comme ça. Bon, je suis sûr que je vais encore me faire insulter par de nombreux lecteurs qui vont dire que je suis méchant. À bientôt, Ulrike, je t'embrasse. Moi aussi. Bonne soirée.